merci Marketing TV Monde. Merci, monsieur Diallo. Voilà. Bienvenue chez vous. L'invitation. Vous êtes chez vous. Voilà, merci. Vous êtes à vous. Bonsoir, chers internautes. On commence dans quelques minutes avec M. Diallo, Alpha Ibrahim Diallo. On va parler aujourd'hui de finance et de marketing. Alors. Diallo est là. Voilà. Donc, merci Marketing TV Monde. Merci, M. Diallo. Pour l'invitation. C'est un honneur, un plaisir pour moi d'être ici sur ce plateau et d'échanger avec le monde. Le monde, n'est-ce pas? C'est ça. Des scientifiques sur les fonds d'investissement, les projets politiques, le capital investissement. Voilà, on va parler de capital investissement dans une minute. Le temps de laisser Baba Mal nous chanter notre hymne, ça c'est l'hymne de Marketing TV, M. Diallo. C'est bien ça. Ouais, très bien. Dans quelques secondes, vous parlez peu, vous comprenez ce que Baba m'a dit? Ouais, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Non, c'est trop compliqué là. Ça c'est le peuple du... Ça c'est le peuple du Fouta. Voilà, M. Diallo, merci d'avoir accepté l'invitation de Marketing TV Monde. Après une journée très chargée, vous avez quitté le bureau pour venir nous rejoindre ici. On parle encore du développement du Sénégal, du développement des PME, et nous allons parler des fonds de privé equity qui sont un moyen de financement des petites et moyennes entreprises. Avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Diallo, nous allons vous laisser vous présenter à vos étudiants qui vous connaissent déjà, aux internautes qui vous regardent partout dans le monde. Qui est Alpha
Ibrahim Souridialo. J'ai bien prononcé, j'espère? Oui, Alpha Ibrahim Souridialo. Alpha Ibrahim Souridialo. Voilà. Qui est Alpha Ibrahim Souridialo? Nous saluons toute la communauté guinéenne qui nous suit sur Marketing TV Monde. Merci à vous. Voilà. Donc, merci M. Laïbon Bassek, merci à Marketing TV Monde pour cette invitation et j'ai répondu avec plaisir. Voilà. Donc, je suis Diallo Alpha-Souri, comme vous savez, enseignant, consultant, formateur, dans beaucoup d'écoles de commerce ici au Sénégal. Donc, j'interviens en finance et en marketing également. Très bien. Voilà. Donc, je suis le responsable pédagogique et chef de scolarité et membre fondateur de l'université de Dakar, dans laquelle vous enseignez, vous tenez les modules de marketing, n'est-ce pas? Ouais, voilà. Donc, encore une fois, c'est un honneur et un plaisir, en tout cas, d'être sur ce plateau de Marketing TV Monde, afin d'échanger avec la communauté scientifique, n'est-ce pas? Les étudiants et les enseignants-chercheurs, en tout cas, tous qui sont connectés à votre page. Voilà, voilà. Merci. Et M. Diallo, vous gérez également un cabinet? Oui, nous avons deux cabinets que nous gérons. Il y a un qui est à Conakry. Vous avez deux cabinets? Oui, le groupe africain d'appui à la formation. Ah, très bien. Basé à Conakry, qui appuie la formation de façon générale, qui aide les jeunes Guinéens et Africains à accéder aux écoles de commerce ici au Sénégal. Donc, des séminaires de certification de haut niveau également, que nous offrons aux professionnels d'entreprise, et également aux étudiants. Voilà. Je suis également le responsable, le directeur général du CEFAC. Du CEFAC? Oui, donc le CEFAC, c'est le cabinet de coaching, voilà, formation, accompagnement, qualité. Donc c'est quoi? C'est tout ce qui est coaching, n'est-ce pas? Aide aux entreprises, voilà, financement, et tout ce que vous connaissez aujourd'hui en termes de pilotage de projet et business plan. Voilà. Et nous faisons des formations que nous offrons aux professionnels, aux étudiants, en tout cas des séminaires de certification de très haut niveau également. L'accompagnement qualité, nous accompagnons les institutions d'enseignement supérieur qui aujourd'hui sont dans les programmes d'accréditation en action. Voilà, donc nous accompagnons dans les accréditations institutionnelles, l'accréditation des différents programmes. Voilà, donc nous le faisons ici à Dakar et dans la sous-région. Donc je vais vous laisser nous parler du cabinet qui se trouve à Conakry. Voilà, le cabinet de Conakry. C'est à Conakry ou à la baie? À Conakry, voilà. Oui, salut tous les amis de la baie de Conakry. Ils sont basés, on est en partenariat avec beaucoup d'universités guinéennes, notamment l'université de Simbaya, l'université Barack Obama, l'université Mahatma Gandhi, voilà. Très bien, très bien. Et tout récemment, on vient d'être en partenaire, on doit signer une convention avec l'université de Sophonia et plein d'autres universités de la capitale et de la sous-région. Donc il s'agit en fait de la mobilité estudiantine, la mobilité des enseignants et la délocalisation des programmes guinéens. C'est tout ce que nous faisons. Et en tout cas, est-ce qu'on peut avoir l'adresse? Ça peut intéresser les gens, l'adresse. Oui, oui. L'adresse, que vous visitez notre site, hein, c'est www.garfom. Vous allez le mettre en commentaire à la fin de l'émission. D'accord. Voilà. Donc, en tout cas, nous sommes dans la formation de façon globale. D'accord. Ceux qui veulent vous contacter depuis la Guinée, est-ce qu'il peut avoir un numéro sur la Guinée? Bien sûr. Il y a des numéros disponibles. Là. Si vous ne l'avez pas en tête, on peut le mettre en commentaire. Donc, c'est le 626. Oui, le 89. 03. 626 89 03. Voilà. Indicatif guinéen avant. 224. 00224. Très bien, ça c'est la Guinée. Oui. Et vous aidez les jeunes à avoir du travail? Non, pas du travail. À intégrer les universités. À intégrer les universités. Grâce à un système de bourse? Oui, d'abord un système de bourse, mais également nous avons d'autres systèmes tels que les étudiants qui sont à Conakry et qui ne peuvent pas venir ici parce qu'ils travaillent, n'est-ce pas? Nous leur offrons des formations e-learning. Très bien. Faites du e-learning également? Voilà, nous sommes en partenariat avec des écoles qui font. Donc nous leur offrons des formations en ligne. Ensuite, ils viennent ici pour les examens et nous délivrons les diplômes. Excellent. On va parler, M. Diallo, également de votre second cabinet qui évolue dans quoi vous avez dit? Donc là, c'est le CEFAC. Là, nous accompagnons les écoles. D'accord, les écoles qui sont consultants en accréditation qualité. C'est-à-dire l'accréditation institutionnelle, l'accréditation des programmes. Nous avons beaucoup d'experts avec lesquels nous travaillons ici au Sénégal, n'est-ce pas, qui accompagnent les institutions. Vous savez, le Sénégal est en avance sur tout ce qui est qualité aujourd'hui. La sous-région, beaucoup de pays de la sous-région qui sont encore dans leur
début. Voilà, et nous les apportons en tout cas assistance, toutes les universités qui sont dans le besoin, d'accord, nous les accompagnons. Il y a des conventions de partenariat, nous délocalisons des équipes sur place. Et ça c'est basé, le CEFAC est basé à Dakar. Oui, il est basé à Dakar. Rappelez-nous la signification de CEFAC. C'est le coaching, formation, accompagnement, qualité. Coaching, formation, accompagnement, qualité. Et vos locaux sont à Dakar? Oui. L'adresse, on peut la voir? Oui, c'est à Liberté 6. Liberté 6. Ouais. D'accord. Le téléphone, vous l'avez en tête, M. Oui, Diallo? vous pouvez prendre, c'est le 77. 77. Le 517. 517. 91, 92. 91 deux fois. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement pour la certification en APSUP, vous pouvez donc contacter le CEFAC, le centre. Le centre, c'est le coaching, formation, très bien. Voilà. Coaching, formation, accompagnement, qualité. M. Diallo, vous avez une troisième casse. Oui. Vous êtes également responsable de la formation à l'Université Mandela. À l'Université Nelson Mandela. L'Université Nelson Mandela de Dakar. Oui. Vous êtes le responsable pédagogique. Oui. Et qu'est-ce que vous faites à Mandela? Vous allez avoir beaucoup d'argent, il y a Conakry. Voilà, donc à Mandela, la pédagogie consiste d'abord au recrutement des enseignants avec le directeur des études. Très bien. Donc nous lançons des appels d'offres, n'est-ce pas, sur l'observateur et tout. Et le professeur, une fois à l'école, j'ai la responsabilité de constituer le dossier individuel de l'enseignant, n'est-ce pas, le syllabus du cours, voilà, l'orienter en salle et suivre l'évolution du cours. Voilà. Très bien. Donc 20h, je suis également 20h, parfois 30h. Et donc je suis juste à la fin, c'est l'évaluation que je dois suivre, évaluer les étudiants, récupérer les notes, sortir les résultats. Voilà, c'est en fait... c'est ça le travail de M. Diallo, le travail quotidien de M. Diallo. Voilà. Très bien. Et Mandela, l'Université Mandela, trouve-vous? C'est au SCAT Wilbam, au SCAT Wilbam, à Grand Yoff HLM. Voilà, d'accord. À Grand Yoff HLM, voilà. D'accord. Nous sommes là-bas. Et vous êtes reconnu par la NAPSUP? Oui, on a l'accréditation institutionnelle. Et nous travaillons sur les programmes. Excellent. D'accord. L'adresse? Nous avons également l'agrément de l'État. Ça, c'est très bien. Toute école qui ne va pas, nous l'avons ouvert. Voilà, justement, on fait ça. D'accord. Monsieur Diallo, le téléphone de Mandela pour terminer cette publicité gratuite. Voilà, Monsieur Carré. Mandela, c'est le 76. Le 487. 487. 84. 84. Ouais, 84. Allez-y, encore une deuxième fois. 487. 476, 487. Ouais, 416, 487. 84. Donc, si vous voulez visiter, si vous voulez intégrer, si vous voulez étudier, si vous voulez enseigner les professeurs aussi, vous appelez M. Diallo sur ce numéro 76 487 84 deux fois. Voilà, M. Diallo, nous vous saluons au passage et nous vous enverrons la facture de cette publicité de M. Diallo. Voilà, on va parler, M. Diallo, ce soir de private equity. En France, qu'on appelle le capital investissement. En français, oui. On va également utiliser des termes qui seront très nouveaux pour des gens qui ne s'y connaissent pas. On va parler de business angel. On va parler de lovely money ou de love money, c'est pas de l'argent qu'on aime, tout le monde aime l'argent. Nous parlerons également de early stage et de late stage. Voilà, M. Diallo, je vais d'abord vous laisser nous définir le concept. D'accord. Le concept de fonds d'investissement. De fonds d'investissement, s'il vous plaît. Voilà, donc, comme je l'ai dit tout au départ, les fonds d'investissement, lorsqu'on parle de capital investissement, nous sommes dans une appellation générique, c'est-à-dire globale. Appellation globale. Oui, en français. Et en anglais, nous parlons de private equity. Private equity. Voilà. Entre les deux concepts, lesquels est plus utilisé dans la profession par les professionnels? C'est le private equity. Très bien, on va utiliser donc par toutes les missions private equity. Voilà, parce que les pays anglophones sont plus en avance. Et l'origine, c'est dans les pays anglo-saxons. Très bien. Donc, en français, c'est le capital investissement. Le capital investissement, voilà. Private equity. Private equity, voilà. Okay. Voilà. Donc, le private equity, c'est juste un concept, non? C'est le mécanisme financier qui consiste à une prise de participation, n'est-ce pas, en fonds propres ou quasi-fonds propres par les investisseurs de long terme, n'est-ce pas, spécialisés dans les entreprises non cotées. C'est-à-dire dans des PME, des petites entreprises innovantes, porteuses de croissance. C'est ça. C'est juste une prise de participation dans les opérations du bilan. Dans les opérations du bilan. Voilà, du coût du bilan. Voilà, c'est ça le capital investissement. Très bien. Donc,
Maintenant, il y a beaucoup de concepts qui tournent autour de ce capital d'investissement. Il y a tout un mécanisme financier, n'est-ce pas, qui aujourd'hui consiste à l'introduction de ces capitaux investisseurs dans les PME. Voilà. Est-ce qu'il existe un cycle d'investissement? Bien sûr, quand il s'agit de capital investissement, il y a bien sûr un cycle d'investissement. D'accord. Voilà, le cycle d'investissement, c'est du love money, capital risque, capital amorçage, capital développement, capital transmission, LBO, MBO. Voilà. Maintenant, on va revenir sur les concepts de base. D'abord, vous savez, une entreprise, lorsque nous prenons une petite entreprise, qu'elle soit moyenne ou grande, les opérations, en tout cas la base, c'est d'abord le bilan fonctionnel. Et ce bilan fonctionnel, lorsqu'on fait son analyse, les opérations. Le bilan actif-passif. Voilà, actif-passif. Le haut du bilan, c'est les ressources stables, n'est-ce pas, au niveau du passif, et les ressources et les emplois stables au niveau de l'actif. Voilà, donc les opérations, qu'est-ce qui est souhaité, n'est-ce pas? Dans l'analyse financière, il est souhaitable à ce que les ressources stables financent les emplois stables sur une très longue durée. Et lorsque ces opérations-là sont faites, et que vous faites une différence entre c'est-à-dire les ressources et les emplois, vous avez un fonds de roulement. Et ce fonds de roulement, n'est-ce pas, il est souhaitable à ce qu'il soit positif. S'il est positif, donc nous sommes dans un équilibre financier souhaitable, c'est que ce fonds de roulement doit pouvoir financer, n'est-ce pas, le besoin en fonds de roulement, ce qui veut dire le cycle d'exploitation de l'entreprise, au niveau du milieu, l'actif circulant et le passif circulant. Voilà. Donc le fonds de roulement net global, lorsqu'il est positif, il finance le besoin en fonds de roulement. Donc le problème, c'est où généralement le capital investisseur, quand il vient pour investir dans une entreprise, une PME, il est souvent confronté à ce problème de besoin en fonds de roulement, parce que c'est des sociétés qui brûlent assez de cash, souvent il n'y a pas d'argent, soit il y a des problèmes de liquidité, ce qui pose souvent le problème de solvabilité également de ces PME. Voilà. Donc lorsque le besoin en fonds de roulement n'est pas financé par le fonds de roulement, n'est-ce pas, et que nous constatons que notre fonds de roulement est positif, parce que quand il est négatif, c'est bon pour l'entreprise, c'est un équilibre financier souhaitable, parce qu'il y a un écart dans les délais de paiement. Nous supposons que les investisseurs, ou nos fournisseurs, n'est-ce pas, nous encaissons plus de cash que là, donc nous ne sortons pas assez d'argent. Donc cette mesure nous permet de financer notre trésorerie. Je dis ça parce que je veux venir rapidement, c'est-à-dire au concept, n'est-ce pas, la situation qui aujourd'hui pousse une société, une entreprise, d'aller vers une entreprise ou un fonds d'investissement. Donc, lorsque ceci se présente, nous partons sur la trésorerie, c'est-à-dire la trésorerie de l'entreprise. Sur un certain moment, c'est quoi? C'est d'abord le fonds de roulement net global, moins les besoins en fonds de roulement. Donc, lorsqu'on est à ce niveau, nous avons trois situations qui se présentent. La première situation, lorsque le fonds de roulement est supérieur aux besoins en fonds de roulement, l'équilibre financier est souhaitable, donc l'entreprise généralement n'a pas de problème parce qu'elle peut refinancer son activité, son cycle d'exploitation. Dans la deuxième situation, lorsque le fonds de roulement, n'est-ce pas, net global est inférieur, ça pose problème, ce qui veut dire que l'entreprise a un problème de fonds de besoin en fonds de roulement. Et l'autre situation, c'est l'équilibre financier souhaitable lorsque les deux, n'est-ce pas, lorsque le besoin est égal au fonds de roulement. Donc voilà, et donc c'est la troisième situation qui souvent pose problème. L'égalité. Voilà. Non, la deuxième, lorsque le besoin, lorsque le fonds de roulement est inférieur au besoin en fonds de roulement. Donc ce qui veut dire que les opérations du bilan là-haut n'arrivent pas à financer le cycle d'exploitation de l'entreprise. Et à ce moment-là, une entreprise, quand elle est confrontée à un problème de trésorerie, vous savez combien pour un départ avant, on avait deux canaux de financement. Soit l'entreprise passe par l'endettement bancaire, ce qui est encore très compliqué parce qu'il faut surtout pour les PME. Comme les états financiers, surtout les PME, généralement, elles ne tiennent même pas une comptabilité régulière, ça c'est un autre problème. Voilà. Et voilà, la deuxième possibilité, c'est le financement direct via les marchés financiers. Voilà, il faut lever des fonds au niveau des marchés financiers, au niveau de la BRN, n'est-ce pas, quand c'est une entreprise cotée au niveau international. Mais le private equity s'intéresse, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la définition, c'est un investissement
en fonds propres, n'est-ce pas, au quasi-fonds propres, par les investisseurs de long terme, n'est-ce pas, spécialisés dans les entreprises non cotées. Non cotées, ça veut dire tout simplement que l'entreprise n'est pas cotée en bourse. Et vous avez la cotation en bourse requiert aussi un certain nombre d'éléments en termes de chiffre d'affaires, etc., etc. Donc voilà, le problème à ce niveau, c'est en ce moment-là, nous parlons de capital investissement qui est une alternative de financement. C'est pourquoi on dit, c'est pourquoi dans l'intitulé du sujet, nous avons parlé de financement alternatif des PME innovantes. PME innovantes, on va revenir à l'aspect innovation. Donc, c'est résoudre cette problématique de trésorerie-là, n'est-ce pas, qui aujourd'hui, depuis longtemps, il y a en tout cas sur le marché, l'avènement du private equity, pour aider ces entreprises-là qui n'ont pas seulement, qui n'ont pas accès aux banques, qui n'ont pas accès au marché financier. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faudra faire un investissement portefeuille. Donc, ce qui veut dire le capital investisseur, quand il va venir, il va intégrer le bilan, le haut du bilan au niveau des capitaux propres. Il va mettre quelque chose là-bas. Donc, tout autour de cette situation-là. C'est un outil de financement alternatif. C'est un outil de financement alternatif. En quoi il constitue un outil de financement alternatif? Alternatif, c'est parce que les entreprises concernées, les PME concernées par ce outil de financement n'ont pas accès aux deux autres. Donc il faut faire rapidement. Les deux autres, c'est le financement bancaire, n'est-ce pas, et également les marchés financiers. Les marchés financiers qui exigent quand même une certaine notation ou en tout cas une certaine santé financière. Quand est-ce qu'on doit faire appel à cette forme de financement-là, à un capital d'investisseur? Et quand on doit faire appel à ce compte de financement? D'accord. Donc, d'abord, pour faire appel à ces fonds-là, c'est lorsque on a un problème de trésorerie. Et la deuxième situation de lorsque le besoin en fonds de roulement est inférieur. Voilà, c'est-à-dire lorsque le fonds de roulement, n'est-ce pas, le fonds de roulement net global est inférieur au besoin en fonds de roulement. D'accord, c'est très bien. Il ne peut pas financer l'exploitation. Très bien, très bien. Donc, en ce moment, vous faites appel à un capital investisseur, à une société de capital investissement. Très bien. Donc, la société de capital investissement finance l'entreprise en différentes phases. Voilà, en différentes phases. Nous avons le capital risque, nous avons le capital développement, nous avons le capital transmission, le capital retournement, le LBO, le MBO. Donc, lorsqu'on prend le capital risque seulement, il est subdivisé en différentes phases également. Nous avons le capital amorçage. Le capital amorçage. Oui. Nous avons d'abord le capital amorçage qui est appelé le seed stage. Le seed stage. Ouais, en marketing, c'est là-bas souvent l'intervention des marketeurs, parce que le seed stage généralement finance les tout débuts de l'entreprise, ce qui veut dire à la création, la phase de lancement. Il faut faire des études de marché approfondies, pousser, faire des observations, avoir toutes ces données-là pour pouvoir définir une stratégie, une orientation pour l'entreprise sur le long terme. Parce que le capital investisseur, quand il intervient dans l'entreprise, il vient sur une longue durée, mais généralement ça dure entre 4 ans et 7 ans. Donc il veut sortir. Quand il va sortir, il va céder sa partition, il va la vendre. Soit il la cède au niveau des marchés financiers, ou il y a un repreneur au niveau des, c'est-à-dire au niveau des propriétaires ou au niveau des associés, il y a un repreneur. Donc, dans le capital risque, c'est ce que je dis, le capital amorçage, qui est, disons, le capital orienté vers les tout débuts de l'entreprise en phase de recherche et développement. En ce moment, nous avons également le early stage. Voilà, le early stage, c'est carrément le financement des premières activités de l'entreprise. Voilà. Le besoin, c'est la production. Justement, et là nous avons le late stage qui finance, c'est-à-dire post-création, qui accompagne l'entreprise jusqu'à un certain moment, et en ce moment, elle fera appel, si toutefois elle atteint une certaine maturité financière, elle doit faire appel à un fonds de capital développement. Fonds de capital développement. Oui, justement. Très bien, très bien. Monsieur Diallo, est-ce qu'on peut trouver un capital d'investissement en Afrique? Bien sûr, la base, je vais d'abord vous donner la place même des fonds d'investissement en Afrique, c'est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Voilà, justement, à l'AFCA. L'AFCA, c'est l'African Venture Capital Association. Ils sont basés en Afrique du Sud et ils pilotent tout ce qui est fonds d'investissement en Afrique. Donc le siège en Afrique du Sud? Oui, en Afrique du Sud. Bon, côté de l'Europe, c'est en Angleterre où on parle de l'EVCA, European Venture Capital Association.
D'accord. Je vois, d'après les deux sièges que vous avez donnés, que c'est plus développé dans les pays anglo-saxons, Afrique du Sud, Angleterre. Pourquoi ce choix? Oui, pourquoi ce choix? Ça veut d'abord dire pourquoi le capital investissement est plus pratiqué dans les pays anglophones. D'abord, il faut voir du côté business, n'est-ce pas? Ces pays sont largement en avance sur nous. Côté innovation également, ces entreprises sont plus innovantes aujourd'hui. Quand vous prenez, en tout cas, les taux, c'est-à-dire le volume, c'est-à-dire de création ou d'entrepreneuriat dans des pays tels que le Kenya ou l'Afrique du Sud, vous verrez que ces pays, le Nigeria également, qui est une puissance africaine, avec sa capacité d'absorption. Souvent, les fonds d'investissement sont intéressés par ces pays-là, dans lesquels ils peuvent trouver un climat des affaires plus ou moins acceptable, n'est-ce pas? Parce que quand ils intègrent la société, ils veulent quand même récupérer un retour sur l'investissement plus rapide, notamment sur les 3 ans ou 4 années qui vont suivre. Voilà, c'est pourquoi ces pays sont en avance. Mais il faut aussi comprendre que c'est un concept anglo-saxon, né en Angleterre et aux États-Unis. Il y a maintenant près de 30 ans, beaucoup de sociétés américaines, n'est-ce pas, sont passées par les fonds de private equity pour connaître aujourd'hui le niveau de maturité financière qu'elles ont. Donc la France, surtout la France, vient d'intégrer. Il n'y a pas longtemps que la France même a commencé les fonds d'investissement. Ça posait même des problèmes à un certain moment dans beaucoup d'entreprises européennes qui disaient que quand le capital investisseur souvent intègre la société, à un certain moment, c'est comme si on orientait où le capital investisseur prenait toutes les parts qu'il y avait dans les sociétés. Donc les entreprises souvent qui font appel à ces fonds ne sont plus contrôlées par les propriétaires, mais plutôt par le capital investisseur. Et ça posait beaucoup de polémiques au niveau des pays européens. C'est pourquoi en Europe, les gens sont un peu réticents. Et nous, en Afrique, aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de pays ont compris que pour accompagner les PME, les PMI innovantes, il faut faire appel à ces fonds-là. Voilà. Donc vous avez dit que les pays anglo-saxons sont en avance par rapport aux pays francophones. Monsieur Diallo, qu'est-ce qui explique ce retard des pays francophones? Le retard, chez nous d'abord, c'est le capital investisseur se base sur une première chose, c'est le climat des affaires. Voilà, souvent vous apprenez, on parle du business. Voilà, parce que j'allais vous dire que le capital investissement ne s'intéresse pas seulement aux PME, mais le capital investissement s'intéresse aux multinationales également, n'est-ce pas? C'est-à-dire à des secteurs porteurs de croissance. Si au Sénégal, par exemple, l'agriculture ou l'enseignement est un secteur porteur de croissance, les écoles, rapidement, elles peuvent faire appel à un fonds d'investissement. J'en connais une déjà qui, il n'y a pas longtemps, fait une opération d'investissement que je vais faire. Voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, il y a beaucoup d'entreprises ici africaines qui s'investissent. Donc le retard des pays francophones s'explique sur plusieurs raisons. D'abord, nous sommes un tout petit peu réticents dans les affaires, ça c'est un. Deuxièmement, l'amélioration du climat des affaires ne bouge pas trop dans nos pays ici. Le Sénégal vient de lancer l'APIX, la Guinée nous offre l'APIX. Aujourd'hui, quand vous voyez en termes d'indicateurs, il y a beaucoup de critères encore qui ne sont pas atteints. Voilà, qui ne sont pas atteints. Donc, quand le capital investisseur vient, l'un des éléments majeurs, surtout, qui les pousse à ne pas investir, surtout dans l'Afrique même, dans l'ensemble de l'Afrique, c'est ce manque d'environnement juridique fiable. C'est-à-dire, comment je vais les appeler, les juristes d'affaires, les cabinets d'avocats de très haut niveau, n'est-ce pas, qui quand même peuvent accompagner un certain montage financier et garantir une introduction c'est-à-dire une introduction des capital investisseurs dans une entreprise. Ici, souvent, il y a des acteurs, les intermédiaires, c'est les GPA, c'est-à-dire qu'on appelle souvent les General Partners, et nous avons également les LPEs. Les LPEs également, c'est les Limited Partners. Donc, les General Partners, c'est le plus souvent les sociétés d'intermédiation de capital et risque qui sont basées dans nos pays. Je vais citer par exemple Afrique qui est présent ici au Sénégal depuis maintenant très longtemps, donc qui
joue l'interface entre les sociétés en besoin de financement et les agents à capacité de financement. Donc, les agents à capacité de financement, généralement, c'est des investisseurs institutionnels. Dans l'ensemble, c'est des zinzins. Les zinzins, là, ont les fonds, mais il faut passer par une société d'intermédiation de capital de risque pour intégrer la société, mais aussi, n'est-ce pas, garantir les fonds qui ont été investis. L'autre côté, la différence majeure entre un investisseur en capital et un investisseur ordinaire, c'est que l'investisseur en capital, quand il vient pas seulement en tant qu'investisseur et qui s'attend à une rentabilité directement, mais il est aussi, c'est-à-dire un coach, c'est-à-dire un accompagnant qui ne laisse pas l'entreprise, mais qui l'accompagne jusqu'à la sortie. Voilà. C'est ça la différence entre le capital investisseur et l'investisseur. Quel conseil donnez-vous aux PME pour pouvoir attirer ces fonds-là? Donc les PME. Les PME sénégalais, M. Diallo. Oui, les PME sénégalais, les PME guinéens, peut-être. Donc, non, les PME, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. C'est d'abord tenir une comptabilité régulière. Il faut se formaliser rapidement. N'est-ce pas? Donc, si elles ne sont pas formalisées, elles n'ont aucune chance. Non, elles n'ont aucune chance. D'abord, c'est le B à base. D'accord, c'est d'avoir une comptabilité. Avoir une comptabilité régulière, n'est-ce pas? Aussi, saisir ces concepts d'innovation-là. Il faut offrir quelque chose aux consommateurs. Vous savez, voilà, il faut innovant. C'est améliorer. Donc, ces fonds sont regardants sur l'offre de l'entreprise. Sur l'offre de l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que les produits qu'elle offre sont des produits innovants? Est-ce qu'ils sont demandés sur le marché? Et quelle est la capacité d'absorption de ce marché-là? Est-ce que quand nous intégrons aujourd'hui en 2019, est-ce que d'ici 2021, on peut faire des retours sur l'investissement? Donc, ça, c'est un peu c'est une rentabilité. Voilà, c'est une rentabilité sur combien d'années? Donc, ils ne mettent pas leur argent dans des entreprises qui ne sont pas rentables. Normalement. C'est pourquoi on a parlé du concept d'innovation. Aujourd'hui, en tout cas, les capitaux investisseurs sont plus présents dans la technologie. Vous prenez les start-upers, souvent, les centres d'incubation, souvent, dans les pays anglophones, ils cooptent assez de fonds d'investissement là. Il suffit de créer un concept, n'est-ce pas, dans la technologie, une application qui marche, dans le e-commerce. Lorsqu'ils pensent que le marché sénégalais est bien consistant pour peut-être absorber l'investissement qu'il va y avoir dans cette application-là, n'est-ce pas? Rapidement, ils peuvent mettre les fonds et accompagner. Et dans l'agriculture? Dans l'agriculture aussi, bien sûr. Je te dis que les fonds sont spécialisés en fait. Il y a des fonds destinés à l'agriculture, il y a des fonds destinés à l'éducation, les fonds destinés au digital et même aux mines. Aux mines aussi, bien sûr. Par exemple, avec le pétrole au Sénégal. Donc, voilà. Donc, une société de capital investissement peut s'intéresser à ce domaine-là et venir voir qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'il peut faire avec le Sénégal. Voilà. Monsieur Diallo, vous avez dit qu'en comparant le fonds de développement et le besoin en fonds de développement, pour savoir si l'entreprise a besoin de fonds. Est-ce qu'il y a d'autres moyens pour savoir si l'entreprise en a besoin, à part le critère du bilan? Écoutez, vous savez, il y a, en termes d'analyse financière, il y a des ratios, il y a voilà, les comptes de résultats, il y a toute une panoplie d'indicateurs de démarches qui permettent de connaître est-ce que cette entreprise a des difficultés financières. Voilà, donc techniquement, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on va voir quelques éléments à part le bilan qui permet de savoir si on en a besoin. Oui, le compte de résultats aussi permet de le faire parce que nous travaillons sous les marges, sur la capacité de financement de l'entreprise. Voilà, est-ce qu'elle arrive à s'autofinancer? Voilà, tous ces éléments-là peuvent montrer une défaillance de trésorerie. Voilà. Et d'autres éléments, l'investisseur, quand il doit mettre ses fonds, il étudie les cash flows sur les différentes années. Voilà. Et donc ces cash flows également, on peut les évaluer. Il y a un certain nombre de critères aussi qui permettent à l'investisseur de savoir est-ce que si je mets mon argent dans cette société-là, je vais le récupérer en combien d'années? Est-ce que mes fonds sont rentables? Est-ce que l'investissement que je vais mettre là est rentable? Voilà. C'est une démarche. Et les entreprises individuelles, M. Diallo, est-ce qu'elles peuvent bénéficier de ces fonds, les entreprises individuelles? Tout à l'heure, vous avez parlé des PME, vous avez parlé des multinationales. Quelles sont les entreprises de façon générale qui ont besoin de ces fonds? Ou
bien toutes les entreprises en ont besoin? L'entrepreneur, hein, quand vous parlez d'entreprise individuelle, je vais vous mettre dans la classe d'un entrepreneur qui n'a pas encore peut-être suffisamment de fonds, qui a des problèmes récurrents de fonds de roulement, le plus souvent ça pose problème. Une entreprise individuelle peut bel et bien bénéficier d'un fonds de capital d'investissement. Comme je vous ai dit, lorsque le produit que vous offrez est innovant, le concept que vous développez est innovant et que vous êtes sûr que ce concept-là sera accepté par le marché dans lequel vous voulez investir, n'est-ce pas, rapidement, vous pouvez faire appel à une société de capital d'investissement. Mais d'abord, ça serait rapidement un capital amorçage. Un capital amorçage. Mais avant d'attaquer ce capital amorçage-là, il y a le love money. Oui, le love money. Oui, il y a le love money. Voilà, je vais pas anticiper. Donc, le love money, vient avant tous ces fonds-là. C'est l'argent que vous gagnez de vos proches. Papa, maman, oncle, grand-père, grand frère qui a un peu de moins, qui vous accompagne, qui vous donne de l'argent. Love money, c'est pas que celui qui vous donne cet argent-là, en général, vous aime. Et donc, quand vous perdez ça, souvent, il ne demande pas de rembourser. Il ne demande pas d'être remboursé. Donc, le love money, c'est les premiers fonds qui sont souvent octroyés ou donnés à l'entrepreneur individuel. Vous qui avez une entreprise individuelle, n'est-ce pas? Voilà, le love money. Après le love money, lorsque vous atteignez un certain niveau, n'est-ce pas, vous pouvez aller vers un business angel. Business angel. Oui, le business angel. Love money, business angel. Voilà, love money, business angel. Mais le business angel. Si on traduit en français, donc business angel. Bon, le business angel, en français direct, ça sera l'ange du business. Voilà. L'ange des affaires. L'ange des affaires. Donc, le business angel, c'est tout simplement cette personne de ressources qui a suffisamment d'argent et qui prend le risque de vous accompagner. Tout simplement. De mettre de l'argent dans votre bilan, dans votre petit bilan là, le capital propre, il met son propre argent dedans. Et lorsque il met son argent, il partage. Voilà, il partage le risque avec vous. Il partage le risque avec vous. Vous avancez à un certain moment, mais le business angel, l'avantage d'avoir un business angel, c'est qu'il ne vient pas aussi en tant qu'investisseur simplement, mais vient en tant que coach, en qualité de coach. Un papa, par exemple, qui accepte de vous accompagner jusqu'à ce que vous atteigniez également une certaine maturité financière. Et ce business angel, comme il est dans les affaires, il connaît bien le monde du business. Il peut vous coacher et même vous orienter vers une banque. Ou bien, vers un créneau. Voilà, vers un créneau. Donc, c'est en ce moment, il va vous orienter tout simplement vers un capital risque. Un capital risque. Ici, au Sénégal, si je vous permettez de donner un exemple, par exemple, de business angel. En tout cas, c'est toutes les personnes de ressources. Vous connaissez beaucoup dans ce pays-là, qui ont suffisamment de moyens, qui peuvent vous coacher les jeunes et mettre leur argent. Voilà, donc ces gens-là, on peut les appeler de business angel. Vous avez parlé de capital risque. Oui. Pourquoi cette appellation capital risque? Le capital risque, l'appellation, c'est surtout ce côté risque. Lorsque vous investissez dans une PME que la banque a refusé, que les marchés financiers ont refusé, parce qu'elle est risquée, non? Voilà. Et lorsque vous prenez votre fonds, le fonds que vous mettez dans cette entreprise-là, voilà, l'appellation la plus probable, la plus bonne, c'est d'appeler le fonds. Chers internautes, je rappelle que nous recevons M. Alpha Souri Ibrahima Diallo, nous parlons aujourd'hui des fonds de private equity. Monsieur Diallo, tout à l'heure, vous avez dit que les entreprises les plus financières qui bénéficient le plus de ces fonds sont les entreprises innovantes. Et on ne peut pas parler d'innovation sans parler de marketing. Quelle est la place du marketing alors pour attirer ces fonds-là? Donc, c'est important parce que le marketing d'abord, comme vous savez, le marketeur, c'est toutes les entreprises qui marchent, toute entreprise qui se veut pérenne doit se baser sur le marketing. Après avoir construit tout ça, il faut laisser le marketeur développer l'entreprise. Le marketeur intervient en amont et en aval. En amont et en aval. En amont et en aval. Très bien. Il intervient dans l'établissement même de l'entreprise, depuis les études de marché, n'est-ce pas? Depuis l'offre du produit, n'est-ce pas? La conception du produit. Il intervient à tous ces niveaux-là. Et la croissance de l'entreprise. Parce que je vous ai dit que le cycle même d'investissement, c'est le cycle de produit. Hein. C'est le cycle de vie voilà, c'est le cycle de vie du produit qui est vu. C'est le lancement, la croissance, la maturité et le déclin. Donc, le marketeur a
a un rôle primordial à jouer sur toutes les étapes même de l'entreprise. Lorsque c'est la croissance, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Il faut encore booster le volume des ventes, il faut travailler la communication. Lorsque vous atteignez le niveau, c'est-à-dire le niveau de maturité même de l'entreprise, il y a beaucoup d'autres choses que peut-être vous pouvez diminuer, par exemple les fonds alloués aux investissements publicitaires et communication. Lorsque vous avez un produit qui est en train de déclare, qu'est-ce que vous apportez également? C'est de revoir le concept d'innovation pour ne pas que le produit disparaisse sur le marché. Il faut innover, il faut donner une certaine amélioration, une nouveauté au produit pour qu'il soit encore accepté par les consommateurs là, n'est-ce pas? Il faut travailler le plus souvent sur les différentes matrices stratégiques, n'est-ce pas, les PCG, voir quels sont les produits vedettes, n'est-ce pas, quels sont les produits vaches à lait, quels sont les produits poids morts. Vous avez besoin de tout ça pour faire un plan marketing. Parce que c'est de là-bas on peut comprendre est-ce que les fonds qui ont été investis là, rapidement, quelle est la stratégie marketing mise en place pour rentabiliser cet investissement-là en combien d'années? Et vous, l'équipe marketing, la force de vente, quel rôle vous avez à jouer dans tout ça? Quand on investit 40 milliards dans une entreprise ici, vous savez que le directeur il va continuer à mettre sa carte, à s'asseoir, et rapidement il doit faire appel au marketeur. C'est à vous de vendre, c'est à vous de proposer le produit au consommateur. Donc c'est un peu ça la place du marketing dans les fonds d'investissement privés. Et pour l'innovation? Voilà, l'innovation, oui. L'innovation, c'est le concept d'innovation est très ambigu, mais lorsque nous prenons aujourd'hui dans tous les secteurs de développement, dans toute entreprise, il faut voir le côté produit. Qu'est-ce que vous offrez? N'est-ce pas? Quand c'est un produit existant, quelles sont les améliorations que vous apportez sur ce produit-là pour que les gens l'apprécient là? Quand votre tablette, là, vous l'avez, quand la même tablette doit être revendue sur le marché, il faut quand même développer d'autres concepts nouveaux, n'est-ce pas? Un design bien fait qui permettent, en tout cas en termes d'utilisation du produit, pour que le consommateur revienne. Sinon, ce n'est pas la peine si c'est le même produit qui est vendu sur le marché. Donc, d'autres produits innovants, c'est souvent au niveau, lorsque vous prenez aujourd'hui dans les applications, les start-upers qui travaillent beaucoup dans l'informatique, dans le digital, ils sont plus dans l'innovation. Tous les jours, ils sont dans l'innovation. C'est pourquoi ces start-upers aujourd'hui lèvent plus de fonds d'investissement. Lorsque vous créez une application qui vous permet aujourd'hui de vérifier l'état de santé de tel ou tel individu-là, ce qui ne se faisait pas avant, c'est une innovation. C'est un produit innovant. Vous prenez le cas de la Guinée, il y a un jeune, il n'y a pas longtemps, dénommé Moutaga Keita, qui vient de lancer très innovant, n'est-ce pas, le diagnostic, c'est pas médical, n'est-ce pas? Donc, ce genre de projet aujourd'hui, il les ramène rapidement à l'AFCA, ils vont lui trouver un fonds d'investissement qui va l'accompagner et développer son entreprise. Voilà, donc peut-être qu'il aura l'occasion d'écouter cette vidéo, il saura qui a... Vous l'avez appuyé, M. Diallo? Ah bon? Est-ce que vous l'avez appuyé? Non, je ne l'ai pas appuyé, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà, mais je crois qu'il est bien averti, hein, parce que c'est, en tout cas, c'est le jeu dont j'ai vu le parcours. Monsieur Diallo, des fois, nous, en marketing, on dit que l'innovation fait partie intégrante de l'échec. Oui. Est-ce que ces fonds-là ne prennent pas des risques lorsqu'ils investissent dans les innovations? Exactement. Oui. Exactement. C'est pourquoi nous parlons de capital de risque. Oui. C'est pourquoi nous parlons de capital de risque. Écoutez, une société de capital de risque est différente d'une banque. Ce n'est pas un marché financier. C'est une entreprise qui passe par un GPS, c'est-à-dire un général partenaire, qui décide d'accompagner, mais aussi d'investir dans le portefeuille de cette entreprise-là pour une certaine période à ses risques et périls. C'est pourquoi la société de capital et risque, une fois dans l'entreprise, ne reste pas bras croisés. Elle a un mot à dire. Elle a un mot à dire. Déjà, elle travaille beaucoup sur le top management de l'entreprise. Souvent, le directeur est changé, soit le directeur commercial est revu rapidement, on met quelqu'un d'autre, le comptable, et ainsi de suite. Voilà, la société met en place ces gens. Il y a des périodes de reporting, n'est-ce pas? Le comptable, il travaille sur les états financiers, donc c'est contrôlé. Il ne vient pas seulement mettre l'argent et partir. Non. Et on vous laisse avec tout. C'est pas ça. Lorsque la société d'investissement met son argent dans l'entreprise, elle investit dans le portefeuille, elle investit dans l'opération du bilan et vous accompagne jusqu'à la sortie. Et à la sortie, comment ça va se passer? Est-ce qu'elle reprend carrément son argent dans l'intégralité ou bien elle se rémunère au fur et à mesure que le cycle de vie se développe? Voilà, donc c'est un autre aspect très intéressant de l'investissement qu'on va aborder. D'abord, il se rémunère.
Il se rémunère. Selon quelle période? Sur une période de 4 ans à 5 ans, parfois d'autres qui vont jusqu'à 7 ans, selon, en tout cas selon les clauses de base. Maintenant, la société, lorsqu'elle investit son argent sur une certaine période, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille le tir d'abord, le taux de rentabilité interne. Le taux de rentabilité interne, le tir, voilà, oui. Voilà, vous savez, le taux, c'est, n'est-ce pas, c'est lorsque la vente est nue. Maintenant, ce taux de rentabilité varie souvent de 10, 15 jusqu'à 25, selon le risque pris par l'entreprise. N'est-ce pas? Ce taux, vous deviez c'est-à-dire vous deviez rentabiliser l'investissement là. Vous avez le DRC qui vont évaluer. Plus il est long, c'est pas bon. Plus il est court, ouais, c'est le délai de récupération des capitaux investis. Plus il est long, c'est pas bon. Plus il est court, c'est intéressant. N'est-ce pas? Il y a encore d'autres éléments. L'indice de profitabilité aussi, n'est-ce pas, que l'investisseur évalue surtout. Et voilà. Donc, il y a aussi le taux de rendement comptable. Tout ça, ce sont des éléments, c'est-à-dire d'appréciation de l'investissement dans l'entreprise. Donc, lorsque nous constatons que, d'abord, l'investisseur, il se rémunère sur une certaine période, n'est-ce pas, de 5 ans, 4 ans, 7 ans, et lorsqu'elle arrive à maturité, là, nous sommes carrément à une étape du capital transmission. Le capital transmission. Il y a plusieurs sorties. C'est ça la sortie. On peut nous laisser seuls. Oui, on peut vous laisser, mais à condition, c'est de voir est-ce que vous avez atteint suffisamment de maturité pour pouvoir racheter les actions du GPS, ce qui veut dire du General Partners, n'est-ce pas du point? Voilà. Ou bien, est-ce que vous êtes suffisamment, maintenant, vous avez suffisamment de liquidité pour racheter les investissements du capital investisseur? Ça, c'est la première étape. Ça, c'est du MBO. À l'intérieur, c'est les managers même qui rachètent les actions. Lorsque ce n'est pas le cas, l'investisseur en capital revend son action sur les marchés financiers. Donc, l'entreprise est valorisée, elle est introduite au niveau des marchés financiers et l'action est vendue. Et là, ça pose dans les marchés financiers aussi, il y a beaucoup de choses qui se font là-bas, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Est-ce que moi, je peux décider de rembourser mon argent au fond? Non, c'est quand... Après avoir gagné de l'argent, je peux décider, non, maintenant je vous libère. Oui, mais c'est que vous le libérez, n'est-ce pas? Vous lui rendez son capital et son intérêt. Là, vous rachetez ses actions. C'est tout à fait normal. C'est possible. Voilà, ça c'est du nouveau. C'est vous qui rachetez tout ça. Est-ce qu'il peut refuser? Non. Étant donné que le business marche, moi je préfère rester. Non, il ne peut pas refuser parce que le capital investisseur, c'est un homme d'affaires. Il ne vient pas pour vous accompagner et rester toute sa vie. Il a besoin de son argent pour l'investir ailleurs. Voilà. Quel que soit votre domaine d'activité, il travaille avec vous sur un certain nombre de périodes, il finit, il prend son argent, il sort, il va accompagner d'autres entreprises. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'au Sénégal, les PME bénéficient de ces fonds-là? Bon, en tout cas, dans mes recherches avant, je connaissais Proparco, qui est une filiale de la Banque mondiale. Proparco. Qui avait accompagné les entreprises du Sénégal. Maintenant, aux dernières nouvelles, en tout cas, je sais qu'il y a des sociétés il y a des GPA qui sont actuellement au Sénégal. Les fonds d'investissement, certains fonds sont présents au Sénégal. Mais je ne connais pas encore une PME qui a bénéficié des fonds d'investissement. Je connais une école qui a fait un investissement il n'y a pas longtemps de Club Petit. Mais voilà, donc je vais terminer. Et en Guinée, vous en connaissez des entreprises qui ont bénéficié de ces fonds? Non. Je ne connais pas encore. En Guinée, je sais que l'APIP travaille là-dessus. Peut-être qu'ils connaissent, ils maîtrisent le sujet aussi. Peut-être qu'ils connaissent les sources de financement en Afrique du Sud. Voilà, ils peuvent aussi voir rapidement qu'est-ce que les fonds d'investissement peuvent faire pour la Guinée. En tout cas, il y a des secteurs porteurs de croissance là-bas. Je suis sûr que les secteurs-là peuvent intéresser les capitaux investisseurs. Mais il faut travailler le climat des affaires, la stabilité politique, n'est-ce pas, l'environnement juridique, l'environnement fiscal. Ce sont les indicateurs d'attractivité aujourd'hui du capital investisseur. Quel que soit le truc, s'il trouve que quand il vient... Ça, c'est l'environnement. Des fois, une PME n'a pas beaucoup de maîtrise sur l'environnement. Oui, mais c'est des éléments, c'est des indicateurs sur lesquels se basent souvent les capitaux investisseurs pour venir dans un pays. Voilà. Quand le pays n'est pas stable, quand l'environnement politique
n'est pas ça, la stabilité politique, la stabilité gouvernementale et tout ça, ça ne marche pas. Les PME sont dans le pays. Et le pays, là, quand on investit, quand on accompagne par exemple un pays, n'est-ce pas, c'est le secteur de croissance qui est vu. Oui. Soit nous investissons dans le transport, soit nous investissons dans l'aérien, soit nous investissons dans l'agriculture ou dans les mines. En ce moment, on n'est pas à un niveau PME, mais nous sommes à un niveau multinational. Et ça pose problème lorsque nous investissons et qu'après, il y a un problème, hein. il y a de l'instabilité, ça pose problème. C'est pourquoi les avocats d'affaires sont sollicités dans les opérations capitalisées. Est-ce que ces fonds-là prennent la peine de s'assurer? Parce qu'il y a aussi un risque. Bien sûr, il y a une cartographie de risque qui est mise en place. Il y a beaucoup d'experts qui travaillent sur les risques, surtout avant d'intégrer, avant d'accompagner. C'est pourquoi chez nous, souvent, il y a des problèmes qui se posent en Afrique francophone. On est en retard, c'est dû à ces petits problèmes d'instabilité dans les zones. Nos PME ne sont pas innovantes. Pour la plupart qui acceptent d'accompagner aujourd'hui le fonds de façon familiale, par affinité. Il n'y a pas de business angel dans nos pays. Les gens refusent. Donc voilà, vous prenez aux États-Unis, au Nigeria, au Kenya, en Afrique du Sud. Vous avez des business angels partout qui voient des jeunes faire des efforts, qui voient, ils disent, le jeune, il est courageux, il est intéressant, il a atteint un certain niveau, donc je prends mon argent, je l'accompagne. Mais vous prenez nos pays africains, les gens sont dans d'autres concepts. Donc c'est pourquoi le capital investissement... On a des cours de jalousie même. Hein? Ah d'accord. Non, c'est parce que j'ai dit le capital investissement. Non, donc ça touche tous les secteurs. Il y a des jeunes qui se débrouillent. Ouais. Ils n'ont pas de business angel, comme vous l'avez dit, mais des fois, ils font même l'objet des jalousies. Justement, voilà, c'est ça. C'est ça la vérité. C'est la vérité. C'est ça. Oui, M. Diallo, la place du marketing. La place du marketing pour séduire ces fonds. Bon, il faut également un marketing derrière. Oui, il faut un marketing. C'est vrai qu'il faut lancer une activité innovante, mais il faut également savoir les séduire, j'espère bien. Il faut savoir les séduire, ça c'est un. Deuxièmement, il faut des bons acteurs, des bons spécialistes du marketing dans l'entreprise qui sollicite ces fonds d'investissement-là. Voilà, il faut un très bon plan marketing. Il faut voir dans le plan marketing qu'est-ce que l'entreprise envisage en termes d'expansion de marché, en termes de marketing international. Est-ce que vous voulez seulement vendre dans la zone sénégalaise? Vous voulez peut-être vendre en Guinée, vendre au Mali, vendre en Côte d'Ivoire. Tout ça, vous devez développer ça dans votre business plan. Voilà, pour que ça soit plus porteur et plus intéressant au vu des capitaux investisseurs. C'est ça. Très bien. Il faut donc communiquer. Il faut communiquer sur ça. Voilà. Monsieur Diallo, vous êtes sur Marketing TV Monde, une télévision qui est spécialisée dans le développement du management, dans l'enseignement du management. Vous savez qu'on ne fait pas seulement du marketing. Là, aujourd'hui, on est là pour parler de finances, de fonds d'investissement. Monsieur Diallo, votre avis sur Marketing TV Monde? Nous, on n'a pas besoin de ces fonds-là pour le moment. Pour le moment, mais bien sûr. On a des business angels à faire. D'accord, c'est bien. Voilà. Donc, Marketing TV, c'est d'abord, vous voulez le mot clôture ou... Non, pas le mot clôture. Votre avis sur le concept de Marketing TV. Ah, d'accord. Oui, donc c'est une bonne chose. Déjà, une télé web, n'est-ce pas, qui se spécialise dans un domaine de formation bien défini. C'est déjà un projet innovant, porteur, en tout cas, dans ce pays-là. Est-ce qu'on peut bénéficier de ces fonds? Bien sûr, un business angel qui peut vous accompagner. Et les fonds? Les fonds d'investissement, il faudra faire un très bon business plan, montrer le potentiel qu'il y a dans la formation au Sénégal et pourquoi une télé web sur le marché sénégalais et quelle contribution en termes de formation, en termes de valeur ajoutée, qu'est-ce que vous donnez, n'est-ce pas, et quelles sont vos aventures, quelles sont les perspectives de Marketing TV. Vous développez tout ça dans un très bon document et voilà, vous le traduisez en anglais. Oui, forcément en anglais. Bon, bien sûr, parce que c'est l'AFCA. Ils n'auront pas le temps de lire ça en français. Ça se fait traduire. Voilà, il faut se faire traduire. Vous allez vous leur demander des orientations, surtout ça, des orientations. Ils pourront vous orienter vers les fonds qui sont spécialisés dans les pays. Est-ce que vous, en tant qu'expert, vous pouvez nous accompagner? Bien sûr. Ça fait plaisir. Oui, M. Diallo, on le fera. Allez-y, M. Diallo, vous disiez Marketing TV Monde, une télévision qui est spéciale dans l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous trouvez ça?
Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? C'est une très bonne chose. Vous savez, lorsque j'ai appris de la naissance de Marketing TV au Sénégal, je me suis dit en tout cas, voilà, quelqu'un qui a su innover, n'est-ce pas, qui a saisi une opportunité peut-être que beaucoup ne savent pas aujourd'hui. Lorsque vous prenez les jeunes qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux à regarder autre chose que de faire des recherches, n'est-ce pas? Aujourd'hui, à travers le web, les étudiants ont la possibilité de se connecter et de faire certains cours ici, hein, de découvrir, d'étudier, de développer l'engouement de faire telle ou telle chose. Déjà avec le Marketing TV, il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui intéressés par le marketing. Ils me disent souvent, on ne connaissait pas cette filière, mais à travers la télé, nous avons su combien de fois elle est intéressante. Ils sont intéressés demain, n'est-ce pas, d'en faire quand même une profession, faire carrière dans la formation. Donc encore une fois, c'est un concept innovant et en tout cas je vous encourage. Je rappelle que nous recevions M. Diallo à travers Moussori et on parlait des fonds de private equity. Oui, de capital. M. Diallo, on va vous laisser le dernier mot, comme on a l'habitude de dire, le dernier mot. Voilà, un conseil pour les PME sénégalaises, un conseil pour les PME guinéennes en matière d'innovation pour pouvoir attirer ces fonds-là. En termes de conseils, c'est d'abord de suggérer aux entreprises de se formaliser. Hein. C'est la première étape. De se formaliser. N'est-ce pas? De ne pas avoir peur, n'est-ce pas? D'aller vers la régularité et aller dans la qualité. Parce que je vous ai dit que, comme j'aime souvent le dire, que le coût de la qualité est moins que la non-qualité, n'est-ce pas? Donc il faut aussi que la non-qualité coûte cher. Il faut également que ces entreprises-là saisissent d'autres opportunités innovantes, de s'aventurer dans des domaines le plus souvent délaissés par les pouvoirs publics. C'est un peu l'entrepreneuriat social. Ce qui est intéressant, parce que vous prenez aujourd'hui le concept de développement durable, ressources naturelles, énergie renouvelable, c'est des fonds qui sont déjà existants, n'est-ce pas, dans l'Afrique ou dans beaucoup de pays, même en Angleterre. Ils sont prêts à accompagner. Ils sont prêts à accompagner, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas, ils ne connaissent même pas que chez nous, il y a des gens qui s'intéressent à la nature. Donc il faut aller dans ces secteurs-là. Il faut aller dans ces domaines-là. N'est-ce pas, la protection des ressources halieutiques. C'est des choses qui sont déjà en avance dans ces pays européens-là. Nous délaissons carrément pour nous lancer toujours dans l'achat-vente. L'achat-vente, dans l'immigration aussi. Voilà, achat-vente. On prend les pirogues, on prend les pirogues pour aller peut-être aller en Europe et tout. Comme je dis souvent, aller en Europe n'est pas une fin en soi. Hein. On peut réussir en Afrique, on peut lancer son concept en Afrique et le réussir en Afrique. Et d'ailleurs, beaucoup de ces fonds d'investissement aujourd'hui sont orientés vers le continent africain. Parce qu'ils le disent, les études l'ont montré il n'y a pas longtemps, que d'ici 2040, 2045, le continent africain sera, n'est-ce pas, le continent le plus porteur de croissance, n'est-ce pas, avec une jeunesse dynamique, quasi jeune, hein, n'est-ce pas, de moins de 30 à 35 ans. Alors, de l'autre côté, ils ont pris de l'âge, les gens sont vieux maintenant. Donc, beaucoup de fonds sont orientés vers nos pays africains, là, vers l'Afrique subsaharienne. Les dernières études que j'ai faites sur l'Afrique subsaharienne, j'ai fait un panel où j'ai travaillé sur l'île Maurice, qui était bien positionnée, en tout cas le premier pays à porter les fonds d'investissement, c'est l'île Maurice. Et cela est dû à beaucoup de choses, hein, en termes d'amélioration du climat des affaires, la réduction du taux de fiscalité, n'est-ce pas, l'amélioration du panier chez eux. Voilà. Donc après l'île Maurice, c'est l'Afrique du Sud. Après l'Afrique du Sud, c'est le Kenya, le Nigeria. Après le Nigeria, c'est le Botswana, hein, que j'avais très oublié, qui est même en avant que certains pays aussi. Le Botswana, Tanzanie, n'est-ce pas? Ces pays-là sont largement en avance. Et voilà, il faut peut-être, je ne suis pas allé, mais il faudra visiter, n'est-ce pas, certains sites, certains articles scientifiques pour comprendre combien de fois ils sont en avance. Ils travaillent sur le climat des affaires afin de capter les fonds d'investissement. Donc, pour clôturer, c'est ça. Et il faut qu'on aille vers l'innovation, il faut oser, n'est-ce pas, créer. Il faut aussi aller vers le formalisme. Il faut éviter de rester chez soi.
de rester chez soi pour créer telle chose qui n'est pas du tout intéressante. Donc, quand on se fait pas connaître, n'est-ce pas, nos produits ne seront pas achetés et aucun investisseur peut-être ne va s'intéresser à nos produits. Voilà, c'est ça. Diallo, merci. En tout cas, nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Nous savons que vous avez un emploi du temps très cool. Vous avez accepté à cette heure-ci, 21h passée, d'être sur le plateau de Marketing TV Monde. Vraiment, nous vous en remercions infiniment. Espérons vous recevoir très bientôt sur le plateau pour parler peut-être d'autres thèmes, pour parler de marketing cette fois-ci. N'est-ce pas? D'accord. Vous allez revenir pour parler de marketing, M. Diallo. Voilà, donc nous saluons Mme Diallo. Merci. Et les enfants aussi. Et toute la famille basée en Guinée. Voilà, M. Diallo, donc à très bientôt. On va se quitter. Après une heure juste de live, une heure pile de live, M. Diallo. C'est la première fois qu'on le fait. On commence à l'heure, on termine à l'heure. Nous allons nous quitter avec votre parent. Pas mal. D'accord. Ou bien on se quitte avec le musicien guinéen. Voilà. Non, allez-y, le musicien guinéen. On va faire. Allez-y, c'est qui? Bon, mettez-moi du Azaya. Comment on l'écrit? Azaya, c'est avec A. Oui. Z. Oui. A. Y-A. Azaya. Voilà. Normalement, vous allez nous excuser, on va prendre Azaya pour faire plaisir à notre invité du jour. Voilà. Voilà, c'est bon. Azaya chante quoi? C'est la chanteuse phare de la Guinée. En tout cas, c'est une star, hein, il chante bien et moi j'aime bien ses chansons. Très bien, Azaya. C'est la fille, c'est elle, Azaya? Non, c'est l'homme. D'accord. Il est le Béni. Merci. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais c'est. Il est le Béni, c'est ce que tu détestes le plus en fait. D'accord, très bien. Ce que tu détestes le plus. Excellent. C'est lui qui est en forme actuellement? Oui, c'est lui. Azaya. Voilà, on va se quitter sur cette musique Azaya et nous vous donnons rendez-vous le jeudi avec M. Ousseynou Mbaye. Nous allons parler ce jeudi de leadership. Et le vendredi, nous allons recevoir M. Saloum Dia, nous allons parler de marketing stratégique. Voilà le programme sur Marketing TV Monde. N'oubliez pas la graduation de l'ISM qui est prévue le mercredi, qui sera diffusée en direct seulement sur l'application mobile de Marketing TV Monde. M. Diallo, vous avez téléchargé l'application mobile? Oui. Il faut l'avoir. Désormais, je crois, à partir de mercredi, toutes les émissions se feront sur l'application mobile en commençant par la graduation de l'ISM Kies. Très bien. Voilà. Merci à nos amis. On va se quitter sur cette belle musique de Azaya. Merci beaucoup.